Merci de nous rejoindre pour Let's Talk Food. Je suis Annette Burgdorf, journaliste franco-allemande et je suis ravie d'animer les échanges interactifs aujourd'hui consacrés à l'influence du digital sur nos habitudes alimentaires. Comment le digital transforme les usages des consommateurs au déjeuner? Et oui, les nouvelles technologies qui sont omniprésentes partout dans notre quotidien et l'émergence de cette nouvelle génération ultra connectée font paraître de nouvelles façons de s'alimenter. Alors, on va également parler de l'offre sur le thème comment cette offre s'adapte aux nouveaux besoins des consommateurs. Et vous savez, les acteurs de la food tech, comme Uber Eats et Edenred, ils sont boostés par ces deux tendances et également ils se développent partout en France et également dans le monde. Je pense qu'on peut parler d'une vraie révolution et on est seulement au début de cette révolution. Donc, vous allez voir, on va aborder plein de sujets aujourd'hui et vous connaissez le principe. Donc, vous pouvez envoyer vos questions à partir de maintenant et tout au long de cette émission qui va durer environ 1 heure. Et les 3 invités avec lesquels je suis ici sur le plateau vont répondre à vos questions. Donc, je suis avec Julien Tanguy, directeur général Edenred France. Bonjour, bonjour Julien. Danielle Jerkens, rédactrice en chef est la table. Bonjour. Bonjour. Et Stéphane Fickaja, directeur général Uber Eats Europe de l'Ouest et du Sud. Bonjour. Bonjour à vous trois. Je voudrais commencer avec une petite question rapide. Comment vous allez déjeuner tout à l'heure? Alors, je crains qu'aujourd'hui, ça ne soit une salade devant l'ordinateur. Ah, Compte tenu, oui, je sais, c'est mal. commandée ou préparée déjà? Alors non, je pense que je vais aller la faire dans le restaurant d'entreprise qu'on a, la cantine, Ok, à l'ancienne. super. Et vous? Écoutez, moi je vais déjeuner au restaurant. J'ai un déjeuner ensuite avec les membres d'une société avec qui j'ai un rendez-vous dans la foulée. Avec Ticket Restaurant? Pas forcément avec Ticket Restaurant parce que on est avec des invités. Ok. Mais d'habitude, ouais, c'est avec Ticket Restaurant et c'est de plus en plus avec soit des nouvelles solutions de paiement, soit en utilisant la livraison. Bien sûr. Et vous? Vous vous faites livrer? Alors, j'ai pas encore prévu comment est-ce que je vais déjeuner, mais probablement me faire livrer parce que je suis assez pressé. Mais vers 14h, donc on verra. Mais Encore vous restez l'heure avec nous, cette heure. Exactement. Ouais, super. Donc, Julien Edenred, on sait que c'est le leader mondial des solutions de paiement pour le monde du travail. Vous êtes inventeur aussi du programme Ticket Restaurant. Pourquoi vous avez organisé cette séance Let's Talk Food? Alors, on a organisé cette séance Let's Talk Food parce que, comme vous l'avez dit, on est l'inventeur du ticket restaurant. Alors, le ticket restaurant, on l'a inventé dans les années 60. Aujourd'hui, on livre 1 milliard de repas par an. On permet la consommation d'1 milliard de repas par an dans le monde. Et on sait que le digital a un gros impact sur notre métier et sur son évolution. Au niveau des solutions d'Edenred, 80% de notre volume est dématérialisé au niveau mondial. Et on a la chance d'être au croisement de 2 révolutions aujourd'hui. La food tech d'un côté, dont vous avez parlé, et puis la fintech, qui concerne tout l'acte de paiement qui accompagne nos solutions. Et donc, étant à la, je dirais, croisée de ces 2 mondes, il nous a semblé tout naturel d'ouvrir une discussion sur l'évolution des habitudes de consommation et sur le bouleversement qu'on vit aujourd'hui dans la manière dont on consomme le déjeuner. Et donc, je suis ravi qu'on puisse partager ça avec Stéphane et Daniel et qu'on regarde ensemble justement ce que le digital et l'évolution des usages et des envies de consommation de nos concitoyens a comme impact sur nos métiers respectifs. Merci. Stéphane, Uber Eats, donc vous êtes un acteur très important du digital dans le food service avec votre livraison de repas à domicile. Votre offre qui construit autour du digital révolutionne notre façon de déjeuner, aussi nos habitudes alimentaires. C'est quoi aujourd'hui Uber Eats? Alors, aujourd'hui, effectivement, Uber Eats, c'est du digital. On est une société de technologie avant tout. Donc, on a été créé sur cette vague du digital, de finalement pouvoir apporter la technologie aux utilisateurs pour qu'ils puissent finalement avoir accès à de nouveaux services. Donc on est vraiment dans cette food tech dont on parle. Et aujourd'hui, Uber Eats, c'est un service finalement que vous pouvez utiliser depuis votre téléphone ou depuis le web pour commander auprès de restaurants. Et ce qu'on voit aujourd'hui, effectivement, au-delà du grand succès d'Uber Eats en France, aujourd'hui c'est 15 000 restaurants, c'est plus de 14 000 coursiers, c'est plus de 5 millions de téléchargements. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a un véritablement changement des comportements des utilisateurs. Les gens sont aujourd'hui de plus en plus pressés, ont envie de plus en plus d'avoir accès à des services simples et
finalement dématérialisé pour accéder le plus rapidement possible à ce qu'ils souhaitent. Et dans ce cadre-là, effectivement, la livraison à travers Uber Eats répond à finalement un changement d'habitude des consommateurs. Ok, et Danielle, donc rédactrice en chef de Elle à table, le digital s'invite à table. Est-ce que c'était déjà un titre ou ce serait une bonne idée? Alors, moi, je suis qu'est-ce que partie vous de l'ancien observez? monde. Je ne suis Oui. ni dans la fintech ni dans la foodtech. Ceci dit, on suit ces sujets de près. Elle à table est un journal qui s'intéresse à la gastronomie, mais aussi à la cuisine, et depuis un an, de plus en plus à la société. Dans le dernier numéro, on a un sujet sur les rapports entre Instagram et les chefs, par exemple. Voilà, donc effectivement, on suit d'assez près tous ces bouleversements, parce que ces bouleversements de consommation et de mode de relation au monde, en fait, euh, donnent énormément d'informations sur ce que la société est, ce que la société va devenir. Et je pense que l'alimentation est sans doute comment dire, la thématique la plus large, la plus transversale dans cette transformation du monde. Donc effectivement, on s'y intéresse beaucoup à la fois sur les phénomènes, et puis on est en train de réfléchir énormément aussi au développement de notre marque et la table à travers des outils numériques, des expériences réelles, etc. Et qu'est-ce que vous avez observé ces dernières années dans l'évolution des habitudes alimentaires autour du déjeuner? Alors, énormément de bouleversements. Je pense qu'effectivement, l'arrivée d'acteurs comme Uber Eats a complètement bouleversé le système. C'est-à-dire que longtemps, pour manger, soit on transformait chez soi des produits, ce qui est le cas encore aujourd'hui beaucoup en région, de personnes qui rentrent chez elles déjeuner le midi, soit on allait sur son lieu de travail avec un déjeuner préparé, souvent soit qui était préparé à la maison, ou alors on achetait dans un magasin des produits tout prêts, ou on allait dans un restaurant, ou on allait acheter dans une boulangerie, etc. Aujourd'hui, effectivement, l'arrivée d'acteurs comme Uber Eats a complètement transformé le système. Et je pense que ça répond à une envie profonde des consommateurs qui sont de plus en plus dans une forme de pulsion. J'ai envie de quelque chose et je veux l'avoir très vite. On n'est plus du tout dans l'attente, le long terme ou le moyen terme comme on pouvait l'être auparavant. On voit aussi beaucoup monter, en tout cas dans les villes, parce que là, on parle de phénomènes qui sont extrêmement urbains, qu'on ne retrouve pas forcément, en tout cas dans les grands centres, dans les métropoles, qu'on ne retrouve pas forcément dans les petites villes ou encore moins en dehors des villes. Mais dans les centres urbains, on constate au global un intérêt de plus en plus pour la santé, pour l'alimentation à travers la santé. De plus en plus de consommateurs ont pris conscience que la santé est un capital individuel qui doit être géré au moyen et long terme. Et ça passe à travers principalement 3 axes: la nourriture, l'activité physique et aujourd'hui beaucoup la gestion du stress, le bien-être. Voilà. Et donc tous ces phénomènes de société se rencontrent effectivement sur des moments de consommation que peuvent être le déjeuner. Ok, et vous, dans les médias, vous dites, vous faites partie de l'ancien monde. Est-ce que vous pensez, par exemple, les influenceurs du food, est-ce qu'ils ont changé? C'est qui aujourd'hui, en fait? Alors, c'est une très bonne question à laquelle je ne suis pas sûre que tout le monde ait une réponse. Je pense que des titres, des marques médias, entre guillemets, anciennes comme les nôtres sont tout à fait pertinentes. Ceci étant, on a vu débouler littéralement sur les 15 dernières années toute une série d'influenceurs. Alors, d'abord, il y a eu les blogueurs, après il y a eu les Instagrammeurs. Et je vous avouerai que venant de la presse, entre guillemets, traditionnelle, on a vu arriver toutes ces personnes avec parfois un peu de surprise, de méfiance, de surprise. Moi, j'ai le souvenir de déjeuner avec des blogueurs il y a 15 ans qui étaient assez surréalistes, où un certain nombre n'avaient pas forcément énormément de profondeur ou de connaissance ou de recul. Chez les Instagrammeurs, il y a eu beaucoup de mouvements ces derniers temps aussi parce que on a découvert qu'entre les fermes à clics chinoises et les achats massifs de followers en Amérique du Sud, c'était pas forcément, ça faisait pas forcément sens. Alors, il y a des personnes formidables qui font un travail remarquable. Ce sont des outils aussi qui ont permis de faire monter des ambassadeurs, des personnalités qui n'auraient pas eu accès, on va dire, au grand public autrement. Donc voilà, c'est à la fois formidable et il y a le pire et le meilleur là-dedans. Voilà. Mais on est au tout début. Oui, exactement. Voilà. Ça va se... Stéphane, on va revenir sur les habitudes alimentaires. Donc, vous avez dit que voilà, on a un vrai besoin de manger sainement. Qu'est-ce que vous observez?
Je pense qu'il y a effectivement les deux choses qui sont assez différentes, mais qui sont vraiment une tendance. La première, du coup, qui est vraiment, on va dans un monde qui va de plus en plus vite. Et je pense qu'on le vit tous avec, c'est bête, mais il y a 15 ans, il n'y avait pas de smartphone. Aujourd'hui, on communique tous avec des smartphones. On a tous des applications, on les utilise, ça va très vite. Aujourd'hui, avoir un chauffeur, c'est en 2 minutes, c'est qu'on attend 3 minutes, on n'est pas content. Se faire livrer, c'est en 20 minutes, et qu'on attend 25 minutes, on n'est pas content. Et je pense qu'on vit finalement dans un monde qui va de plus en plus vite, où les exigences des consommateurs augmentent en termes de rapidité et d'accessibilité aux services. Et ça, c'est la première partie. Et la deuxième partie qui est très intéressante, c'est qu'au-delà de cette pulsion, je pense que c'est un beau mot, c'est de dire, ben voilà, j'ai envie d'accéder aux services quand j'en ai envie, j'ai pas envie de m'embêter à planifier. Il y a une question de qu'est-ce que les gens mangent, il y a une question de choix. Et je pense que ce qui est très intéressant, c'est qu'on commence à avoir une tendance de fond, en tout cas nous, finalement, sur les restaurants qu'on a, chez les consommateurs qu'on a, qui est, à partir du moment où j'ai accès à un service qui est fiable et qui fonctionne bien, et que j'ai un choix, je vais commencer à réfléchir à qu'est-ce que je choisis. Je ne suis pas en train de me dire, il faut que je mange, donc je vais dehors, je rentre dans le premier restaurant et je commande. Qu'est-ce que je veux manger? D'où vient la nourriture? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est sain pour moi? Combien est-ce qu'il y a de calories? On sent vraiment cette tendance extrêmement forte arriver, qui vient avec le fait que finalement les gens sont très pressés d'avoir ce qu'ils veulent quand ils le souhaitent, mais en même temps, vu qu'ils ont le choix, qu'ils sont devant leur écran et leur téléphone, ils ont beaucoup plus de temps finalement pour choisir. Et donc du coup, beaucoup d'autres choses vont rentrer en considération. Et nous, on voit de manière très claire l'émergence sur notre application dans les habitudes, l'émergence. Alors du coup, c'est un phénomène qui date pas d'hier, mais du bio qui continue à monter. Les gens commencent à se poser la question sur le bio, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce qu'on veut consommer du bio? Tout ce qui est sans viande, tout ce qui est complément alimentaire. Je crois qu'on parlait de typiquement Beyond Meat ou Impossible Meat, je crois, qui sont du coup des marques de viande mais sans viande. Donc qu'est-ce que c'est? Et on voit beaucoup d'intérêt de la part des consommateurs. Il y a les grands industriels qui se mettent aussi dans la viande végétale. Exactement, la viande végétale. Pour l'empreinte CO2, en fait, fait. Carbone. Aussi, ce que vous avez, je voudrais ajouter peut-être, parce que le bio est lié aussi à la production locale. Donc, il y a aussi toute une production derrière qui se met en route, la permaculture. Voilà, moi je vois ça dans le marché. À Paris, on a tout qui vient en fait des banlieues. Mais je pense que là, on est au tout début des choses. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on a l'agriculture conventionnelle qui est encore majoritaire, vraiment. Et on ne va pas rentrer dans ces débats, mais c'est vrai qu'on voit bien qu'aujourd'hui, le ministère de l'Agriculture est avant tout le ministère, non pas des consommateurs finaux ou non pas des agriculteurs eux-mêmes, mais le ministère de l'agro-industrie. Bon, voilà, donc ça, c'est une vraie question. On a le développement du bio, effectivement, mais la question qu'on peut se poser, c'est quel bio? Parce que finalement, est-ce qu'il vaut mieux une salade produite à proximité, pas bio, mais produite à proximité, ou une salade bio qui est faite dans une usine avec une ferme-usine de 10 000 hectares en Pologne. Donc, il y a énormément de questions et je pense qu'effectivement, on est au début de quelque chose. Il y a quelque chose qui frémit, mais peut-être qu'à moyen terme, typiquement chez Uber Eats, il va y avoir, pour chaque produit qu'on commande, une pastille indiquant le coût carbone de ce repas. Oui. Il y a plein d'évolutions qu'on voit arriver. Donc, il y a le sujet du bio, c'est qu'est-ce qui compose mes aliments? C'est une vraie question. Et je pense que ce que vous dites, ça arrivera. Comme aujourd'hui, on arrive en prenant une photo à savoir combien il y a de calories dans le plat qu'on va consommer. Et puis, il y a tout ce qui se passe avec ce qui n'est pas consommé. Donc, il y a cette notion de lutte anti-gaspillage. Qui représente 30 à 40% aujourd'hui. Et on voit des choses, il y a beaucoup de startups qui se sont montées autour de ces sujets, dans la grande distribution, et on voit que ça vient dans le monde de la restauration. Comment je fais pour ne pas avoir d'invendus? Avec deux aspects, la lutte anti-gaspi, puis aussi, côté restaurateur, cet intérêt à pouvoir vendre ce qu'il a acheté, puisque ça fait vraiment valoriser au maximum son actif. Et puis, on voit aussi des choses assez amusantes, que moi, je trouve assez géniales. J'ai reçu un mail d'une personne qui travaille sur le contenant des déjeuners qui sont livrés. Et donc, dans quoi je livre les déjeuners qui vont être consommés et comment je fais pour avoir des boîtes qui sont soit biodégradables, soit... Alors, lui, il a un principe. Alors, je ne l'ai pas encore rencontré, mais c'est de remettre à l'ordre du jour un truc qui existait quand moi j'étais petit, qui est la consigne. Oh là là, et donc, modernité folle. Oui, c'est vrai que c'est génial. Donc de dire, je vais consigner le contenant du repas que je vais livrer. Et il faudra que ce repas revienne, que ce contenant revienne au restaurant pour que je récupère ma consigne. Et donc, on voit plein d'idées nouvelles qui arrivent
sur quelque chose qui peut paraître assez simple parce que on dit on veut manger bien, on veut se faire livrer et puis on veut minimiser l'impact sur l'environnement de tout ce qu'on fait. Et on voit qu'il y a plein de petites idées qui arrivent et ce que le digital permet aussi, c'est de découper toute cette chaîne de valeur ou toute cette chaîne de services en plein de petits services qu'on peut agréger relativement facilement. Ouais. C'est-à-dire les consommateurs regardent aujourd'hui toute la chaîne de valeur. Et justement, c'est ma question. Est-ce que vous incitez les restaurants justement de faire attention à ça? Et est-ce que vous voyez cette tendance du bio, production locale aussi dans le nombre des commandes chez vous? Alors, je pense qu'effectivement, le point, c'est qu'on travaille beaucoup avec les restaurateurs pour les accompagner sur tous les sujets. Et ça part de l'emballage, évidemment. Ça part sur les quantités de nourriture. Ça part aussi sur les retours des clients. De manière générale, enfin, nous, on a et je pense que le digital sur ça est très fort. Je pense qu'on est capable d'apporter, je pense que c'est vraiment la vision qu'on doit avoir, un maximum de transparence pour le client final. Et finalement, on voit avec l'évolution des mentalités, de la prise de conscience, qu'on va appeler des consommateurs de plus en plus, que si on arrive à fournir cette transparence, les consommateurs vont commencer à s'orienter vers les solutions qui répondent à leurs attentes et ça va faire changer l'industrie. Je pense sincèrement que c'est comme ça qu'on arrivera à faire évoluer finalement le monde, l'industrie, les habitudes, en donnant cette transparence. Et le digital, pour ça, est forcément un outil magnifique. Plutôt que de changer tous les restaurants de France dont j'ai juste une application, on donne de la transparence, c'est plus facile. Alors effectivement, on accompagne beaucoup les restaurateurs. On travaille beaucoup sur comment est-ce qu'on peut les accompagner sur beaucoup de sujets. Et on regarde aussi les tendances. Et c'est vrai que les deux plus grandes tendances qu'on voit se dégager aujourd'hui sont d'une part le bio, qui était plutôt une tendance, pour être franc, des 2-3 dernières années. Cette année, c'est peut-être un peu moins marqué. Mais de manière générale, la nourriture saine. Donc il y a une vraie demande de la nourriture saine et de tout ce qui va être typiquement du sans gluten ou même du sans viande, du végétalien ou du végétarien. Il y a de plus en plus de demandes autour de ça parce que du coup, encore une fois, il y a une prise de conscience de c'est important ce qu'on mange. Donc beaucoup plus de questions sur qu'est-ce que je mange, d'où ça vient et comment est-ce que c'est fait. Et en même temps, on a la problématique de la malbouffe. C'est-à-dire, il y a une tendance et on a la problématique, je pense, on n'a jamais eu autant de problèmes d'obésité, de problèmes dès le plus jeune âge. Donc, oui, mais nous sommes tous humains, le fruit d'une évolution. Ouais. Et nos organismes sont les mêmes que ceux d'un homme des cavernes. Vraiment, d'un point de vue biologique, métabolique, on n'a pas changé. Or, un homme des cavernes n'avait absolument pas accès aux mêmes aliments que nous. Aujourd'hui, on a des organismes qui sont faits pour lutter contre le manque et qui se retrouvent, en tout cas pour ce qui nous concerne, dans une offre pléthorique et permanente. Voilà. Donc, il y a un vrai souci. Et la nourriture qui est la plus facile à manger et la moins coûteuse est la nourriture la moins équilibrée et la plus facile à trouver. Avec du sucre. Et immédiatement consommable. Donc, de ce point de vue-là, effectivement, les outils numériques, les outils digitaux qui sont développés typiquement comme Uber Eats, etc., permettent un accès très facile, finalement, à une nourriture transformée, mais qui part de produits bruts de qualité. Voilà. Donc, de ce point de vue-là, c'est intéressant. Julien, vous voulez ajouter quelque chose sur qu'est-ce que vous observez dans le changement d'habitude? On a dit déjà beaucoup de choses. Moi, ce que je trouve intéressant avec le digital et ce que permet par exemple la livraison, c'est l'accès à plus de diversité. Oui. Si vous voulez sortir de votre lieu de travail pour aller chercher à déjeuner ou pour aller déjeuner, vous allez vous limiter à un rayon en termes de proximité qui est forcément quelques centaines de mètres. Oui. Le fait de pouvoir prendre du temps pour choisir, comme le disait Stéphane, son repas, et le fait de pouvoir aller du coup aller chercher une offre plus large, donc plus diverse, je trouve que c'est un élément très intéressant. Et cette diversité, elle permet en plus de changer un petit peu ses habitudes et peut-être de tester autre chose. Et il y a un aspect qui est assez intéressant derrière tout ce qui est digital de ce type de solution, et nous on le voit avec la carte ticket restaurant, c'est que on peut créer des espèces de communautés. Et on peut du coup découvrir un restaurant. Avant, on découvrait un restaurant en allant dans le restaurant. Aujourd'hui, on peut découvrir un restaurant parce qu'on a un collègue qui a testé un restaurant et il va en parler. Et puis on va se dire, tiens, on va essayer ce midi tel restaurant. Et puis du coup, je te conseille la spécialité ou un plat que j'ai bien aimé. Et donc, cette notion de diversité, qui va un peu à l'encontre de tout ce qu'on faisait jusqu'à maintenant, parce que la nourriture le midi en entreprise, notamment dans les grandes entreprises, c'était beaucoup la cantine, hein.
qui est... Pas toujours la meilleure. alors, pas toujours la meilleure, même s'il y a eu des progrès énormes qui ont été faits en matière de qualité. Ça coûte relativement cher d'avoir une cantine de qualité. Et donc, le fait d'avoir des solutions qui permettent cette diversité, je trouve que c'est une vraie évolution et que le digital contribue vraiment à l'élargissement de cette offre. Et ce que nous, on voit aussi avec nos produits, c'est qu'avant, avec du papier, vous alliez juste à côté de chez vous. Vous ne pouviez pas payer un livreur ou quoi que ce soit pour des raisons de sécurité. Vous ne vous baladez pas dans Paris avec plein de tickets restaurants dans votre sac à dos. Et donc, cette diversité, je trouve ça quelque chose de très intéressant. Et du coup, c'est une opportunité pour nos utilisateurs de mieux manger. C'est aussi une opportunité pour les restaurateurs d'aller toucher des populations qui ne sont pas dans leur champ direct d'activité. Voilà. Et donc, il y a vraiment une évolution de nos solutions, une évolution des différents services qu'on peut proposer qui permet à chacun d'être gagnant. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on puisse juxtaposer des services. Nous, on travaille avec Uber Eats et on s'est connecté directement avec l'application Uber Eats, avec une expérience utilisateur qui est sympa, où on rentre une fois pour toutes son login et son mot de passe, et puis on a après un bouton de paiement. Et donc, on voit qu'en agrégeant des services digitaux, puis demain, avec des outils de scoring, enfin de ce qu'on a dans notre assiette, on peut faire vraiment des choses qui sont très intéressantes et qui sont plein de valeur pour tous les acteurs de la chaîne. Je pense que ça, c'est vraiment important. C'est de dire que tout le monde y trouve son compte. OK. Et comment ça fonctionne, en fait, pour commander avec la carte? La carte, elle est digitalisée maintenant, les tickets restaurants. Comment on commande? Comment ça se passe? On parle d'un compte, coup, d'un compte ticket restaurant. Donc la carte, c'est un moyen qui permet d'aller accéder à ce compte. Donc on paye avec sa carte dans un TPE après son déjeuner avec une transaction sans contact. On peut payer avec son téléphone, puisqu'on est dans tous les systèmes de paiement mobiles, donc Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay. Et puis on paye directement dans une application comme celle d'Uber Eats, sans avoir à renseigner ces 16 numéros de carte, plus, vous savez, la date de fin de validité, plus les 3 chiffres qui sont au dos. Et donc, du coup, on a une expérience qui est hyper fluide, avec en plus, Uber Eats a une application qui est vraiment en termes d'ergonomie. Enfin, je sais que vous travaillez beaucoup dessus, et donc c'est hyper efficace. Et donc, on arrive à avoir des parcours qui sont extrêmement faciles, depuis le choix de ce qu'on a envie de manger jusqu'au paiement, sachant qu'en plus, on peut filtrer les restaurants qui acceptent du ticket restaurant ou pas dans la plateforme Uber Eats. Donc, vraiment, tout est fait pour que ce soit hyper fluide. Et ce qu'on voit dans l'évolution du monde du paiement, puisqu'on est là dans du paiement lié à de la foodtech, certes, mais on est un peu dans le monde de la fintech, c'est que ce paiement, il disparaît de plus en plus des expériences. C'est que vous achetiez votre repas avec ticket restaurant sur Uber Eats, ou que vous payez une course sur Uber avec votre carte bancaire, en fait, il y a une espèce de fluidification du parcours qui fait que vous vous rendez même plus compte de ce qui se passe, mais tout est géré parfaitement. Vous recevez votre justificatif derrière. Enfin voilà, tout le parcours est vraiment construit pour que ce soit extrêmement facile, extrêmement agréable et extrêmement fluide. Et est-ce que le digital, par exemple, a une influence sur le coût? Alors, je pense que c'est moins cher, est-ce qu'on peut dire? Je vais donner une réponse qui est un peu liée, mais aussi à tout ce qui est paiement. Pour donner un peu une perspective un peu plus globale, on est en France aujourd'hui, je pense que côté paiement, on est très bien lotis. On a des sociétés, évidemment tous les systèmes bancaires classiques, des sociétés comme Edenred qui proposent de nouvelles solutions. Ce n'est pas le cas de partout dans le monde. Et nous, on a des problématiques dans certains pays où c'est très compliqué même de payer, en fait. Ça devient très difficile, les moyens sont très complexes. Même dans certains pays d'Europe, c'est des grosses problématiques pour les utilisateurs. Et c'est vrai que quand on vit dans un monde où tout est simple d'un point de vue paiement, on oublie que ça existe. En fait, c'est un monde qui est très compliqué, qui est très sécurisé, où il y a beaucoup de fraude, où il y a beaucoup de technologie derrière. Et sur ça, on est très ravis d'avoir ce partenariat avec Edenred et de travailler ensemble pour faciliter cette partie-là qui est un peu cachée, mais finalement, on ne s'en aperçoit que lorsque c'est compliqué. On s'aperçoit toujours que lorsque un restaurateur n'accepte pas la carte bancaire et que du coup on n'a pas de monnaie, et on se dit ah, mais mince, voilà, on revient dans le monde où on était il y a 10 ans. Je pense qu'on arrivera dans un monde dans lequel tout sera simple, sans contact, un jour digital et facile. Et effectivement, du coup, pour répondre à la question de qu'est-ce que ça amène, en fait, ça amène pas mal de choses. La première chose, c'est la facilité d'utilisation. Ouais. Donc, comme c'est facile, il y a plus de volume, donc ça fait des économies d'échelle, donc c'est moins cher. Et ce qu'on voit de partout, c'est que les systèmes de paiement les plus chers sont les systèmes de paiement où c'est le plus fragmenté, le plus compliqué, dans les pays où c'est le plus difficile. Je pense qu'en France notamment, on a la chance d'avoir tellement de volume que les systèmes de paiement sont
finalement pas très cher par rapport à d'autres pays. Et la deuxième chose, c'est que on est sur des systèmes qui sont sécurisés, où il y a la technologie, où c'est tracé, il y a moins de fraude fiscale, appelons un chat un chat, ce qui fait qu'au fond, à la fin, il y a aussi moins de problématiques pour le consommateur, ce qui fait que ça réduit encore la note. Et je pense qu'on n'est pas dans la fintech, on n'a pas en tout cas on n'a pas l'idée de rentrer dans ce monde-là, mais nous, ce qu'on voit, c'est que tout ce qui est digital et fintech va au final réduire la note pour le consommateur, puisque finalement tout va se passer de manière à très grande échelle, et donc du coup de manière extrêmement efficace. Et puis le fait de ne plus avoir de manipulation des anciens supports. Hein. Quand vous avez du papier dans votre caisse, donc du ticket restaurant papier, il faut le prendre, il faut le mettre dans une enveloppe, il faut l'envoyer pour se faire rembourser. Tout ça, c'est des coûts qui sont des coûts cachés que le digital permet d'effacer. Donc au-delà de la gestion vraiment technique des transactions, il y a tout ce qui se passait auparavant qui disparaît, et c'est vrai aussi dans les entreprises, hein, puisqu'avant vous deviez distribuer vos petits carnets. Aujourd'hui c'est fini, vous chargez votre carte grâce à un extranet, donc vous chargez vos cartes avec un fichier quand vous le voulez, les cartes sont chargées immédiatement et c'est fini. Voilà. Donc on voit qu'il y a plein à la fois d'économies d'échelle qui sont faites sur les volumes, et puis il y a des choses qu'on faisait auparavant qui n'avaient pas de valeur, une faible valeur ajoutée, qui permettent d'effacer tout ça et d'avoir encore une fois des parcours extrêmement faciles. Une question, parce qu'en vous écoutant, vous avez dit tout à l'heure, en fait, on parle des citadins. En région, on n'a pas forcément accès à tout ça. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, Internet devient incontournable pour avoir accès au restaurant? C'est-à-dire, on exclut peut-être ceux qui n'ont pas Alors, accès je pense qu'on vit en fait un double mouvement, c'est-à-dire qu'il y a à la fois un mouvement, comment dire, effectivement, de digitalisation et presque de supraterritorialité. Et en fait, le monde se rétrécit d'une certaine façon. Et à travers le digital, on a accès. Alors, on ne peut pas forcément commander à manger dans un restaurant à Londres. Encore, en étant à Paris, c'est un petit peu compliqué. Mais en tout cas, on peut suivre ce qui se passe à l'autre bout du monde. Et moi, nous, on le voit au niveau des chefs, par exemple, où il y a une espèce de raccourcissement du monde et des échanges extrêmement directs. Ce qui fait d'ailleurs qu'aujourd'hui, quand on conçoit un restaurant, l'Instagrammabilité du restaurant est un des critères fondamentaux. Mais vraiment, au moment de la conception et de la décoration du restaurant, et même de la création des assiettes. En même temps, on a des chefs qui sont au bord de la crise de nerfs par moment en disant on bosse comme des dingues pour que les assiettes arrivent chaudes à table et les gens sont en train de faire des tas de photos. Enfin, bref, donc voilà. Donc il y a à la fois cette espèce de raccourcissement du monde, et en même temps, il y a une espèce de localisation qui se refait. Il y a beaucoup de proximité qui se refait. Alors, est-ce qu'à moyen terme, des territoires, entre guillemets, ou des constructions territoriales de moyen terme, c'est-à-dire les régions au sens large, ou les pays tels qu'on les vit vont disparaître? Peut-être, c'est possible, mais il y a vraiment une espèce de double mouvement, en fait, comme un élastique sur les deux extrémités. Alors juste, hein, et moi c'est ce que je trouve magnifique dans nos métiers, c'est que effectivement, on ne va pas commander son repas à Londres pour le manger à Paris. Avec des drones. Et en Chine non plus. Et donc, c'est un métier qui est passionnant parce que le métier de la restauration, c'est un métier essentiellement local. Et nous, on est très fiers, réel, tangible. Et on délocalisera pas ça. J'y crois pas. Donc on a la chance, nous, de contribuer à la croissance du volume d'activité de la restauration locale. Et on y est très attaché. On a fait des études avec notre association professionnelle. Chaque fois que 23 utilisateurs nouveaux ont du ticket restaurant, vous créez un emploi dans la restauration. Parce qu'en plus, c'est une activité qui est très intensive en matière d'employés. C'est-à-dire quand vous avez un restaurant, vous avez des personnes en salle, des personnes qui font la cuisine. Donc voilà. Et ce qui est intéressant avec le digital, et c'est un peu le paradoxe, c'est qu'on est à la fois très ancré dans le local, c'est-à-dire qu'on fait travailler les restaurateurs d'un territoire. On est capable avec le digital de se connecter avec des plateformes internationales comme Uber Eats, mais on est aussi capable de se connecter à des petits acteurs locaux. Et nous, on se connecte avec beaucoup de petites startups qui se mettent dans des villes différentes. Et puis, c'est vrai qu'il y a cette différence entre la consommation des urbains, où on consomme son déjeuner en se faisant livrer, et puis des territoires plus ruraux, où on rentre encore chez soi déjeuner le midi. Parce qu'il y a un peu moins de tissus de restaurants pour aller déjeuner. Et que les temps de transport sont pas les mêmes. Et que les temps de transport sont très courts. Et donc on voit que, en fait, à chaque territoire, on a des habitudes de consommation
qui vont évoluer. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a une certaine séparation, même si je sais que vous vous implantez de plus en plus dans de plus en plus de villes en France aujourd'hui. Oui, effectivement. C'est vrai qu'on est présent dans plus de 100 villes aujourd'hui en France. Après, c'est vrai qu'on oublie toujours que, enfin on n'oublie pas, mais plus de 50% de la population française vit en dehors des centres urbains. Donc il y a vraiment des habitudes de consommation qui peuvent être très différentes. Et effectivement, la vie qu'on peut avoir aujourd'hui à Paris est très différente de la vie qu'on peut avoir là où je viens en Corse, dans la campagne. C'est pas du tout les mêmes habitudes. Et c'est vrai que sur ça, la restauration reste un milieu très local. Et finalement, tous les partenariats qu'on va pouvoir faire, vous comme nous d'ailleurs, avec des restaurants locaux vont amener de l'activité, vont leur permettre de générer des revenus, de créer des emplois et de continuer à densifier le tissu local. Et donc, on a reçu plein de questions. Merci beaucoup. Iris nous a envoyé une question. Est-ce que vous voyez des habitudes différentes en Europe sur l'impact du digital dans nos assiettes? Alors oui. Alors je souris, pourquoi? Parce qu'on est avant tout une société américaine, donc j'ai une bonne vision de toute la partie anglo-saxonne du monde. Donc déjà, je suis très fier de dire qu'on n'a pas les mêmes habitudes alimentaires. Clairement, ce qu'on voit au Royaume-Uni, ce qu'on voit en Australie, ce qu'on voit au Canada, ce qu'on voit aux États-Unis, c'est très différent. En France, il y a beaucoup plus, on va dire, de connexion avec toute la partie latine du monde, où manger n'est pas un acte transactionnel, c'est un acte émotionnel. Et donc, du coup, à partir de ce moment-là, ça définit même les gens. Finalement, je suis sûr que certaines personnes, lorsqu'ils mangent, typiquement, ils vont commander dans une grande chaîne de fast-food. Le lendemain, ils ne vont pas forcément être ravis de le dire. Parce que du coup, ça définit aussi les gens. Donc, c'est très intéressant de voir la relation qu'on a avec la nourriture, notamment en France, parce que c'est très culturel. Et c'est le vrai plaisir. Hein, Exactement. De prendre le temps, c'est ça aussi, le déjeuner. Et le lien social. Oui. Le plaisir et le lien social. Ouais. Donc, c'est un moment, et en plus, c'est quelque chose que vous faites avec des gens. Donc, du coup, c'est un moment de plaisir, de partager au-delà de la nourriture. Et donc, du coup, toutes les tendances qu'on voit sont très différentes sur qu'est-ce qu'on peut partager, qu'est-ce qu'on peut manger, qu'est-ce qu'on mange ensemble. Et donc, du coup, beaucoup plus, on va dire, d'attention sur ça. Et est-ce que d'ailleurs les Français ne sont pas parmi les Européens, enfin si on les compare au monde anglo-saxon, qui vont le moins au restaurant? Alors effectivement, c'est très surprenant. C'était pas forcément la vision du monde que j'avais avant de regarder les chiffres, mais le monde de la restauration n'est pas forcément le plus développé en France. C'est un monde très expérience, notamment de dîner, ou bien très affaires de déjeuner, alors qu'il y a vraiment des marchés, notamment dans tous les marchés anglo-saxons, de vente à emporter. Vous arrivez, votre café, vous allez le prendre à emporter chez Costa ou chez Starbucks. C'est quelque chose qui est extrêmement courant dans le monde anglo-saxon, qui n'existe pas vraiment en France. Ça commence à venir. Ça commence à venir, mais on est Beaucoup là. on est à des niveaux qui sont encore faibles par rapport aux habitudes. Donc effectivement, le monde de la restauration est peut-être un peu plus petit en France, parce qu'il y a une grande culture de cuisiner chez soi. Et ce qui veut dire que finalement, tous ces nouveaux usages sont en train de développer finalement d'autres canaux de vente pour les restaurants, et qui vont continuer à développer l'activité. Je prends la question de Linda. De moins en moins de Français ont la chance d'être salariés. Comment les indépendants, freelance, autres entrepreneurs déjeuneront-ils demain? Ça, c'est une excellente question. C'est un vrai sujet à adresser. Et nous, on regarde ce sujet-là, évidemment, sous l'angle du déjeuner, mais c'est une question qui est bien plus générale que ça. En fait, la question, c'est quel est le statut du travailleur en France? Alors, ce terme travailleur, il a un peu une image old school, parce que quand on dit travailleur, on pense à Georges Marchais et au Parti communiste il y a quelques années. Mais en fait, aujourd'hui, c'est vrai que le monde du salarié se réduit et qu'il y a de plus en plus d'auto-entrepreneurs et qu'il y a un sujet sur la convergence des droits des salariés. Et dans la convergence de ces droits, on va retrouver plein de choses. Évidemment, dedans, il y a comment j'accède à mon déjeuner. Donc, aujourd'hui, quand vous êtes auto-entrepreneur, quand vous n'êtes pas salarié, quand vous n'êtes pas agent de la fonction publique, vous n'avez pas le droit au ticket restaurant. Mais vous n'avez pas le droit au chômage non plus. Vous n'avez pas de couverture sociale comme peut avoir un salarié. Et donc, le sujet de comment on adresse le monde du travail de demain, c'est un vrai sujet. Donc nous, on échange là-dessus avec les pouvoirs publics. C'est des sujets qui sont compliqués parce que c'est une vraie transformation de la société. C'est une transformation du modèle social dans lequel on vit, puisque les cotisations des travailleurs indépendants ne sont pas les mêmes que les cotisations des salariés. Et donc, évidemment, les droits qui sont ouverts par ces cotisations ne sont pas les mêmes. Donc aujourd'hui, le travailleur l'auto-entrepreneur, il mange soit chez lui, soit il va au restaurant et parfois il fait des notes de frais. Mais ça s'adresse à une partie des auto-entrepreneurs
qui est l'auto-entrepreneur ou le travailleur indépendant riche. Donc on va penser aux avocats à Paris et tout, mais il faut savoir que le revenu moyen d'un travailleur indépendant, c'est moins de 1 500 € par mois. Ouais. Et donc il y a un sujet Un vrai que souci. nous, on a levé et sur lequel, encore une fois, on essaye d'échanger avec les pouvoirs publics sur c'est quoi le statut demain d'un travailleur en France. Je crois que dans les statistiques, on a 2 millions d'auto-entrepreneurs aujourd'hui, on en aura 4 millions dans 5 ans. Donc, il y a un sujet à adresser. Il n'est pas aujourd'hui couvert, mais on est nombreux à y travailler, notamment avec les syndicats des travailleurs indépendants. Une question de Pascal. Est-ce qu'Edenred analyse la façon dont les Français s'alimentent avec la carte ticket restaurant? Alors, on ne fait pas d'analyse à proprement parler. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a une vision de la consommation en fonction des points de vente, mais on n'a pas accès au panier de ce que consomment les gens, puisqu'on n'est pas connecté avec les caisses des restaurants aujourd'hui. D'accord? Donc, on sait si vous allez à la crêperie ou si vous allez à la pizzeria. Et vous ne pouvez pas fournir des données épidémiologiques. On ne sait pas aujourd'hui ce qu'il y a dans les assiettes. Maintenant, on suit quand même l'évolution des habitudes de consommation et on voit comment évolue la consommation de nos usagers. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'avec le digital, on va de plus en plus au restaurant. Ce qui est un peu contre-intuitif, puisque quand on est passé dans le monde du digital, on nous disait oui, mais vous allez voir, les gens vont en profiter pour aller en grande distribution. Et voilà. On a, grâce à des accords signés avec la Fédération du commerce et de la distribution, limité les produits qu'on peut acheter dans une grande surface avec du ticket restaurant, puisqu'on a limité aux produits éligibles, évidemment. Et on se rend compte qu'il y a un volume plus important aujourd'hui qui va vers la restauration qu'on avait avant avec le papier. Donc c'est aussi contre-intuitif. Il faut se dire que voilà, grâce au digital, on fait plus marcher les restaurants, ce qui nous plaît beaucoup. Et on sait que des solutions comme celles qu'on a avec Uber Eats ouvrent de nouvelles opportunités et c'est des solutions sur lesquelles on a beaucoup de croissance. Merci. Jean-Louis qui a une question pour vous. Stéphane, vous insistez sur le changement des habitudes de consommation et notamment le fait que les consommateurs sont de plus en plus pressés et veulent avoir accès à un service rapide. Comment analysez-vous le développement de nouveaux acteurs comme Kitok qui mettent au cœur de leur stratégie un service facilité mais qui implique la préparation des aliments par les consommateurs? Et comment vous positionnez-vous par rapport à cette offre? Alors c'est intéressant parce qu'on travaille avec Kitok, puisque du coup on livre aussi leur kit. Non mais ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a cette conception finalement de la nourriture via je me fais livrer ou je cuisine. Et en fait, ou évidemment je vais au restaurant, en fait ce que les gens parfois oublient, c'est que cuisiner ça peut être un plaisir, mais dans 80% des cas c'est plutôt une corvée. Quand vous parlez, alors pour certaines personnes, ils adorent le faire tous les jours, 2 fois par jour. Et finalement, c'est une partie assez petite de la population. Quand vous avez des ménages qui travaillent, qui rentrent le soir et on est lundi soir, c'est pas forcément le plaisir de cuisiner. Donc après, effectivement, il y a toujours cette partie très expérience cuisinée que les gens font finalement toujours. Ça peut être 1, 2, 3, 4 fois par semaine, d'adorer cuisiner, de se faire plaisir en cuisinant. Et je pense qu'évidemment, Kitok est plutôt sur ce segment-là de regardez, vous allez pouvoir cuisiner quelque chose de bon et vous allez pouvoir content de ce que vous allez faire. Donc là, on est plutôt sur, on va dire, le plaisir de cuisiner plutôt que finalement sur l'obligation de cuisiner. Et sur ça, c'est encore une autre option qui permet finalement de continuer à développer l'envie de cuisiner, l'envie des gens de passer le temps dans leur cuisine et de bien manger. Merci. Question, pourquoi ne pas vous, Edenred Uber Eats, vous associer avec Yuka qui révolutionne la food tech à sa manière pour apporter à vos clients plus d'informations sur ce qu'ils consomment? C'est des choses sur lesquelles on est amené à travailler. Vous savez, on est sur des solutions qui évoluent en permanence. Donc on se penche régulièrement sur les services qu'on amène avec les produits qu'on commercialise. Et donc c'est des choses vers lesquelles on ira. Donc on travaille sur des évolutions aujourd'hui de nos applications, puisque on parle beaucoup, nous, de notre carte. Ouais. En fait, il faut se dire que la carte, c'est devenu quelque chose qui est c'est un support, mais ça n'a pas vraiment de valeur. Ce qui crée la valeur de notre service, c'est tout ce qu'il y a derrière. Et donc, on sortira dans les mois qui viennent des nouvelles applications avec des nouvelles fonctions à l'intérieur qui permettent d'enrichir l'expérience. Et donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, en prenant une photo à un plat, on est capable de savoir de quoi il est composé et ce qu'il amène en termes de calories. Et voilà. Oui, parce que Yuka n'évalue pas du tout ce qu'il y a dans des plats, on va dire, cuisinés. De restauration. On est vraiment uniquement sur de la grande distribution
avec des scans en fait, des tableaux, des ingrédients et des tableaux nutritionnels. C'est en plus, je crois qu'on appelle ça l'open source, non? Où tout le monde participe. Oui. Voilà, moi je sais que j'ai enrichi sur quelques produits. J'étais très fière de me dire que ce produit n'existait pas encore dans la base. Mais du coup, effectivement, ça ne correspond pas du tout à ce qu'un restaurateur peut mettre dans une petite boîte en carton et envoyer. Effectivement. Voilà. Non, effectivement, je pense qu'en termes de vision, ce serait parfait de savoir exactement qu'est-ce que vous allez manger, qu'est-ce qu'il y a dedans, Avoir d'où toutes ça les vient. fiches cuisine, toutes les fiches de Exactement. préparation de chaque plat pour chaque restaurant. Enfin, C'est un travail colossal, mais définitivement, je pense que dans le long terme, les clients seront ils intéressés demanderont. Et les restaurateurs le feront. et les restaurateurs seront obligés parce que les restaurateurs vont suivre. Et on voit que les restaurateurs enrichissent de plus en plus des bases de données, leurs cartes, et ils utilisent d'ailleurs des nouvelles solutions qu'on met à leur disposition, enfin que mettent des entreprises à leur disposition pour être capables d'afficher leurs plats sur Internet, de gérer leur e-réputation. Nous, on a une participation dans une société qui s'appelle ZenChef, qui essaye de travailler sur tous ces sujets de caisse, de menu, de réputation. Leurs producteurs, de plus en plus Voilà. aussi, mettent Oui. en avant les producteurs directement. Oui. Et il y a tout un travail qui est fait autour des labels. Nous, on est partenaire du programme Food qui est géré par la communauté, par l'Union européenne. C'est un programme qui permet à des restaurants d'obtenir un label. Et pour obtenir ce label, il faut respecter 6 engagements sur 10 en matière de composition des aliments. Donc on on prend l'engagement de ne pas utiliser certains produits dans la préparation de ces plats. Et donc on voit que tout ça, on y vient et que la question de la donnée et de la récupération de la donnée va venir avec le temps et avec le fait que de plus en plus d'outils permettent de mettre à disposition cette donnée à l'extérieur du restaurant. Oui, c'est la convergence des outils et des envies. Et des envies. Oui. Et c'est les envies qui vont driver tout ça. Les outils, c'est que des moyens. Des moyens, Et exactement. on voit que les consommateurs sont de plus en plus curieux pour savoir ce qu'ils consomment. Et donc, pour être plus attrayants, pour attirer plus de consommateurs, il va falloir que les restaurateurs et puis d'autres métiers s'y mettent et donc mettent à disposition ces données. J'ai une question encore sur la santé. Donc, vous parlez de la santé, justement. Est-ce que le digital n'encourage pas le mal manger? La commande de fast-food sur Uber Eats fait de ne plus cuisiner, mais de devenir dépendant du digital. Alors, je pense qu'effectivement, il y a toujours une question de qu'est-ce que les gens se font livrer. Je pense qu'aujourd'hui, si on est très franc, la livraison en France a toujours été du burger, des sushis et des pizzas. Donc finalement, si on regarde un peu comment est-ce qu'on Plus a... en France qu'ailleurs. En France, plus en France qu'ailleurs, mais ça a été les 3 choses qui ont été majoritairement livrées, même avant qu'Uber Eats soit là, et qui ont toujours été livrées. Finalement, on est en train de changer cette tendance-là. Parce que les gens commencent à voir qu'il y a d'autres choses à se faire livrer. Vous pouvez vous faire livrer quelque chose avec très peu de calories. Vous pouvez manger quelque chose de végétarien. Vous pouvez commencer à prendre des plats de chef. Donc, on est en train de diversifier l'offre. Après, c'est vrai que le cœur de l'offre a été ce qu'il a été. Parce que finalement, pourquoi? Parce que c'était la seule offre qu'il y avait à l'époque. Quand vous vouliez vous faire livrer, c'était pizza ou sushi ou peut-être un burger. Pas grand-chose de plus. Et donc, du coup, on est en train de commencer à changer les habitudes, mais ça prend beaucoup de temps. Donc après, sur la question de est-ce qu'on encourage la malbouffe, alors je pense que définitivement non, c'est pas du tout l'idée. Nous, justement, si on veut donner plus de transparence aux consommateurs, si on veut s'assurer qu'ils sachent exactement qu'est-ce qu'il y a, on veut s'assurer qu'au fond et à la fin, il ait le maximum d'outils pour choisir. Et après, je pense qu'il faut aussi, en tout cas pour notre part, on reste une plateforme et on veut être très honnête vis-à-vis des consommateurs, c'est à eux de choisir. Donc ils peuvent avoir ce qu'ils veulent. On sera le plus transparent possible et on est sûr que les évolutions et la prise de conscience vont faire le reste. Et vous n'avez pas de petit message d'alerte. Attention, c'est la 8e fois que vous commandez un burger cette semaine. Non, des choses Faites comme ça. attention à votre cholestérol. On devrait peut-être, mais... Oui. Quel regard ont des restaurants, des nouveaux acteurs type Uber Eats? Est-ce qu'ils sont considérés comme partenaires ou concurrents? Alors, les restaurants sont... Enfin, de manière générale, on travaille aujourd'hui avec plus de 15 000 restaurateurs. Déjà, la première chose, c'est que ça se passe très bien. Enfin, c'est des restaurateurs qu'on accompagne, qui ne nous voient pas du tout comme des concurrents, mais vraiment comme un moyen de générer des ventes additionnelles. Et je suis sûr que pour Edenred, c'est la même chose. Et un service. Alors déjà, il faut se rendre compte que 80 à 90% des restaurateurs sur la plateforme ne faisaient pas de livraison avant. Donc pour eux, ils s'ouvrent à un nouveau monde, ils touchent une nouvelle clientèle sur des nouveaux canaux de vente, et c'est du revenu additionnel. Donc clairement, ils le voient comme une opportunité. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'on voit aussi des chefs qui vont se dire,
comment est-ce que moi aussi j'essaie d'avoir cette opportunité, comment est-ce que mon restaurant va pouvoir être disponible en livraison, qu'est-ce que ça veut dire en termes d'expérience, des questions structurelles, et on réfléchit beaucoup avec eux sur le sujet. Et effectivement, aujourd'hui, donc, on a une excellente relation. Il y a, évidemment, c'est un partenariat. Nous, et je pense qu'on est très, très honnête là-dessus, on est en charge de la partie marketing, logistique et technologique. Et eux, ils ont l'expertise de qu'est-ce que c'est finalement le repas, qu'est-ce que c'est le préparer la nourriture. Et sur ça, voilà, on est très complémentaires. Ok, donc pas de concurrence, donc un vrai intérêt pour les restaurateurs de se mettre avec vous. Et pourquoi Uber Eats et pas une autre plateforme? Quels sont vos... Je pense que de manière générale, on encourage toujours les restaurateurs à faire leur choix. Est-ce qu'ils veulent être sur 1, 2, 10, 15, 30 plateformes pour finalement s'ouvrir un maximum de chiffre d'affaires? De manière générale, je pense que nous, on est là pour leur proposer un service. À partir du moment où on est là pour proposer leur service, on s'assure que ce soit le meilleur. Et on s'assure qu'on est capable de leur fournir la meilleure logistique, les livraisons les plus rapides, le plus de visibilité sur leur activité et qu'on les accompagne au quotidien. Et on se concentre sur cette partie-là plutôt que finalement de leur dire est-ce que vous devez travailler avec nous ou avec d'autres. Et donc, vous n'avez pas comme objectif d'ouvrir un jour un Uber restaurant? Alors non, non. Pour devenir concurrent. Ça bouclerait la boucle. C'est vrai que ça bouclerait la boucle, mais la manière dont on le voit, c'est ce serait pas forcément sain pour l'écosystème, puisque c'est-à-dire qu'on commence à, là pour le coup, vraiment rentrer en concurrence avec nos partenaires. Ouais. Je considère que d'un point de vue théorique, c'est pas forcément très sain. Et puis après, c'est pas notre art d'expertise. Si vraiment on arrive déjà à faire fonctionner notre marketing, logistique et technologie, on sera très content. Je pense qu'il y a beaucoup de travail dessus. Après, si on va ouvrir des restaurants, peut-être, mais probablement pas. En tout cas, c'est pas du tout une option aujourd'hui. En tout cas, un grand merci parce que je reçois plein de questions. C'est vraiment formidable et des questions très intéressantes. Donc, pour Et la table et le digital, est-ce que c'est un moyen de rajeunir le lectorat? Alors, oui, c'est évident. De toute façon, on a complètement changé la formule il y a un an et on a fait une formule beaucoup plus moderne en se disant que l'alimentation, ça n'était pas que de la recette et de la transmission du patrimoine du grand chef, que c'est aussi ce qu'on se dit de la santé, de la société, de l'écologie, de l'économie, une vision un peu à 360. Il est évident que l'aspect digital est très important également. On y travaille, on a un certain nombre de choses qui vont sortir bientôt. On parle aussi plus de digital dans le journal, puisqu'il y a des retours sur ce qui se passe sur les réseaux. On met en avant beaucoup plus de comptes Instagram, par exemple, qu'auparavant, parce qu'aujourd'hui, c'est une vraie source d'information. Donc oui, de manière globale, on est beaucoup plus en lien avec le digital. On sait que les lecteurs de journaux et les acheteurs de journaux ont une moyenne d'âge plus élevée, enfin relativement élevée. On est plus sur du 40, on va dire 60-65 ans que sur du 18-30. Ceci étant, je voudrais quand même profiter de l'occasion pour dire une chose, c'est que le digital, c'est super, mais il n'y a pas de contenu gratuit. Quand les contenus sont gratuits, c'est que vous êtes le produit d'une manière ou d'une autre. Et il se trouve que pour produire des contenus de qualité, qu'on les mette sur du digital ou sur du papier, il faut à un moment donné avoir les moyens de produire ces contenus de qualité. Voilà. Et beaucoup de jeunes, beaucoup de moins de 30 ans, oublient ce facteur. Et ils sont persuadés que Internet, c'est gratuit et que donc tout ce qui est digital, entre guillemets, est gratuit. Voilà. Et donc là, on atteint les limites du système. Et si on veut, à un moment donné, avoir des contenus de qualité un peu différents de ce qu'on peut trouver en tout venant, parce que quand on commence à creuser un peu sur Internet, on découvre très vite que l'info A, en fait, elle est dupliquée 1 millier de fois. Si on veut des contenus différents et de qualité, il faut accepter d'une manière ou d'une autre de les financer à un moment donné. Voilà. Y compris quand on est jeune. Par exemple, je pense qu'on est tous d'accord qu'il faut une éducation pour justement développer le goût, pour chercher une nourriture saine. D'après vous, quel est le rôle des médias en fait, dans ce développement? Parce que par exemple, on a vu TF1 qui achète Marmiton, donc il y a quand même un grand investissement des médias dans... Tout à fait. Les médias, c'est très important, mais la première éducation au goût, c'est la famille. Point. La première éducation au goût, c'est en gros les 1000 premiers jours d'un enfant, de sa conception, donc il y a la grossesse, et ensuite les 2-3 premières années. Le lien, la manière dont la famille, la sphère familiale va vivre
l'alimentation, la nourriture, les choix, etc., va être fondamentale dans le rapport que cet individu aura à l'alimentation toute sa vie. Donc les médias peuvent beaucoup et doivent un certain nombre de choses, mais si le relais n'est pas pris à un moment donné par la sphère parentale privée ou par les individus eux-mêmes, il ne se passera pas grand-chose. Je pense qu'il y a également un gros travail au niveau de l'éducation nationale, de l'enseignement. J'avoue que moi-même, ma fille, il y a quelques années, a appris les pyramides alimentaires. Elle me dit, maman, ça correspond pas à ce que tu me dis. Je lui dis, c'est pas grave, tu apprends ça parce que c'est l'école. Mais il y a un certain nombre de choses, effectivement, c'est autre chose. Parce que les programmes prennent un petit peu de retard. C'est pareil, il y a quelques années, dans les cantines scolaires, il y avait eu une volonté de l'Éducation nationale de mettre en place un repas végétarien par semaine. Un repas végétarien par semaine, ça peut être des pâtes à la tomate. Enfin, c'est quand même un truc que tout le monde mange chez soi facilement. Et l'Éducation nationale était prête à le faire, etc. Et ça a été bloqué lors d'une réunion interministérielle par les représentants du ministère de l'Agriculture. Oui, oui, mais oui, parce que imaginez que les cantines scolaires suppriment la viande d'un repas par semaine, ça représente des milliers, dizaines de milliers de tonnes pour les producteurs. Donc c'est vraiment quelque chose de global. Je sais que les médias, on aime nous taper dessus en disant qu'on fait mal notre boulot, qu'on est vendu, bref, tout ça, d'accord. C'est peut-être vrai en partie. Mais néanmoins, c'est vraiment des questions qui sont beaucoup plus globales et pour lesquelles chaque individu, à un moment donné, doit s'interroger sur son rapport à l'alimentation. On revient à la transparence. Finalement, le consommateur, ce qui va faire changer le monde, in fine, c'est que le consommateur sache ce qu'il mange et du coup qu'il puisse tracer son produit, savoir combien il y a de calories, d'où ça vient, etc. Mais tout le monde, oui, je pense que la transparence est importante, mais on n'est pas encore là, je dirais. Transparence, oui. On est plus près que jamais. Oui, une question intéressante aussi. Est-ce que les restaurants se vident de plus en plus avec l'arrivée du digital, le fait de se faire livrer ou de prendre son déjeuner à emporter? Non. Est-ce que c'est la fin des restaurants? Non. Je pense que les restaurants, il n'y en a jamais eu autant. Nous, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que depuis 2-3 ans, il y a une montée en puissance des ouvertures, et spécifiquement en France. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Paris, par exemple, est devenue une ville beaucoup plus excitante pour les gens qui aiment manger et qui voyagent, etc., que Londres. Il y a 10 ans, c'était Londres où ça se passait, il y a 15 ans. Il y a 10-12 ans, tout le monde filait à Berlin. Aujourd'hui, Paris est devenu une espèce d'épicentre, et ça continue. Il y a énormément d'investissements, il y a énormément d'ouvertures, il y a un taux de rotation assez important, il faut pas se leurrer, il y a un certain nombre de restaurants qui ferment aussi. Voilà. Mais il y a énormément d'ouvertures, et les restaurants sont pleins. Les restaurants sont pleins. Je crois qu'aujourd'hui, les gens sortent en fait. Le challenge des restaurateurs, c'est plus d'augmenter ce qu'on appelle le panier moyen, c'est-à-dire de faire en sorte que les gens qui occupent une place dans le restaurant consomment plus, que de remplir vraiment le restaurant. Remplir son restaurant à Paris le midi, par exemple, c'est pas très compliqué. Et après, l'intérêt du coup des plateformes, c'est de permettre de servir plus que les 30, 40 ou 50 couverts qu'on a dans sa salle et du coup de générer un peu plus de business. Mais moi, je trouve que le digital va plutôt dans le sens de remplir les restaurants et de permettre le développement des restaurants que l'inverse, à savoir une fermeture. Et la transformation des habitudes alimentaires, c'est cette capacité, enfin, cette opportunité d'avoir accès à beaucoup de choses très diverses, ça va alimenter les restaurants. Et puis on fait, après, il ne faut pas non plus, je pense qu'on fait de moins en moins à manger chez soi. C'est ce que tu disais, on ne cuisine pas toujours par plaisir, et donc ça va générer du flux supplémentaire dans les restaurants. Et il y a des choses qui sont intéressantes avec le digital. On voit par exemple dans les restaurants aujourd'hui de plus en plus de restaurateurs, notamment chez les jeunes ou les grandes tables, qui maintenant commencent à mettre en place en France des réservations via les plateformes, donc encore un service de digital, avec paiement de quelque chose. Parce que pendant longtemps, et surtout ces dernières années, il y a de plus en plus de nos choses, c'est-à-dire les gens réservent parfois dans 5 restaurants différents le même soir, parce qu'ils ne savent pas où ils vont avoir envie d'aller avec leurs copains. À la dernière minute, ils en choisissent un des 5, mais ils ne préviennent pas les 4 autres qu'ils ne viendront pas. Or, à Paris, on est sur des petites surfaces, dans les métropoles aujourd'hui, des petites surfaces qui coûtent extrêmement cher, et donc un chef, un restaurateur qui perd 20% de chiffre d'affaires par service, ça n'est pas tenable. Il y a un très bon article d'ailleurs qui a été diffusé sur France 2 d'un de nos partenaires qui avait une réservation, je crois, pour 15 personnes, pas loin d'ici,
Et du coup, no-show, c'est vrai que c'est un vrai fléau pour les restaurateurs. fléau. Enfin, Ouais. vous êtes samedi soir, votre restaurant est plein, vous perdez la moitié de votre chiffre d'affaires pour un no-show. Encore une fois, le digital peut apporter de la Dans tous les autres transparence. métiers, hein, etc. le no-show se paye. Ouais. Oui. Ah, bah, Dans l'hôtellerie, ça se paye. Dans la location de voitures, ça se paye. dans l'avion, ça se Dans paye. l'avion, ça se paye. Il n'y a que dans le restaurant qu'on ne Exactement. faisait pas C'est payer. en train de changer. Et c'est normal. Enfin, Bon, on a encore une ou deux questions avant la conclusion. Pour l'éducation au goût, une plateforme comme Chef Bambino ou Môme dédiée à l'éducation nutritionnelle représente-t-elle l'avenir? Je ne la connais pas. Merci pour la question, mais on ne peut pas répondre. Qui collecte et utilise les données, Uber, Edenred, les restaurants? Comment les monétiser? Service au restaurant, publicité, lead generation. alors, Je te laisse commencer. donc chez nous, on a effectivement des données. Ces données, elles sont utilisées pour des besoins internes d'analyse et de compréhension de l'utilisation de nos solutions. Aujourd'hui, elles sont pas communiquées évidemment aux employés des salariés qu'on équipe et on ne communique jamais sur des données individualisées. C'est-à-dire que on fait des études et on regarde comment on peut mieux comprendre ce que font nos utilisateurs en fonction de leur âge. On sait que par exemple les consommateurs de plateformes comme Uber Eats sont majoritairement des millennials chez nous. Voilà, 75% sont des millennials. Donc on fait ce genre d'études et on fait très attention à ne pas diffuser des données individuelles. Ces données-là, elles ne concernent personne, elles sont anonymisées et on fait très attention à ces sujets. Et je pense que ce qui est très important de dire, c'est que Edenred comme Uber Eats, on a besoin des données pour optimiser notre service, mais on a un service, en fait, notre business model n'est pas basé sur les données. Donc ça, c'est important. Et je pense que les données, il y a beaucoup de questions, voilà, notamment sur les réseaux sociaux, sur le financement de beaucoup de choses. Et donc, du coup, est-ce que les données vont être vendues? Uber Eats comme Edenred, on a un business qui fonctionne au-delà des données. Alors, les données, à quoi elles nous servent? Elles nous servent à, derrière, comment est-ce qu'on peut optimiser comment ça fonctionne, optimiser la personnalisation pour le client, lui donner plus de transparence, on en parlait, aider le restaurateur dans ses opérations. Et donc, du coup, toutes ces choses-là qu'on va pouvoir faire pour continuer à améliorer l'expérience. Mais je pense que voilà, aujourd'hui, nous, on n'est pas du tout dans une logique de est-ce qu'on veut monétiser nos données, puisqu'en fait, ce n'est pas notre business. On n'est pas un business de données, on a un business qui fait de la livraison, on a un business model avec des particuliers, des restaurants. Et du coup, il fonctionne là-dessus et les données nous aident finalement à optimiser ce service. OK. Une dernière question de Julien. Le digital apporte des progrès dans l'alimentation, mais certaines populations n'en sont-elles pas exclues, des personnes âgées versus les jeunes, professionnels, campagne versus ville? On a abordé déjà un petit peu. Est-ce que vous voulez ajouter? C'est vraiment, Oui, je pense on qu'il y a- parle de je cette pense qu'il génération il y a un millénaire. gap, effectivement, avec Ouais. les personnes plus âgées. Et vraiment, on va dire les personnes peut-être de plus de 70 ans. Et là, il y a certainement un marché, je pense peut-être pour des livraisons à la Uber Eats, parce qu'on sait aujourd'hui que les personnes âgées et même très âgées, plus longtemps elles peuvent rester à domicile, bien entourées chez elles, etc. Généralement, mieux elles se portent d'abord, et plus c'est léger, entre guillemets, pour la société au sens large. Là, je parle de la société, notre communauté à tous. Donc, j'imagine que vous travaillez déjà là-dessus, peut-être ou pas. Je pense qu'au-delà de travailler là-dessus, on n'a pas forcément, on n'essaie pas de faire de ciblage comme ça, mais la réalité, c'est que, on en parlait, le digital est là pour simplifier la vie des gens. Et malheureusement, c'est vrai que vu la pénétration du digital au sein des populations, évidemment, les jeunes sont plus à même de l'utiliser. On ne résout pas forcément les problèmes des gens qui ont le plus de soucis au quotidien. Donc, on parle des personnes âgées, on parlait d'avoir accès à finalement des services comme la livraison, parce que vous ne pouvez pas bouger de votre domicile. Quand vous êtes jeune, vous pouvez. Quand vous êtes dans la campagne, typiquement retraité, ça peut être un peu plus difficile. Effectivement, sur ça, en tout cas, nous, sur ce sur quoi on travaille, c'est comment est-ce que on parlait de la famille tout à l'heure, mais on peut regarder la famille dans l'autre sens. Comment est-ce que les jeunes, les enfants, peuvent aider leurs parents à franchir ce monde du digital, aider des services comme la carte Edenred, comme des applications pour se transporter, etc. Et donc, du coup, on regarde plutôt dans ce sens-là. Comment est-ce qu'on peut aider les enfants à expliquer à leurs parents qu'en fait, c'est pas qu'un truc pour les millennials, et puis c'est pas Instagram, c'est un truc en fait qui apporte aussi un service qui peut changer leur vie. Nous, on le voit bien sur d'autres produits. Hein. On a un produit qui est le ticket CESU, donc c'est un produit qui permet de payer de l'aide à domicile. Et on fait notamment des programmes d'aide pour la mairie de Paris où on aide à la fois les personnes âgées et les personnes handicapées. C'est assez amusant de voir que quand on apporte ce produit à des personnes âgées, il est 80% papier.
quand on apporte ce produit à des personnes handicapées, donc qui n'ont pas cette limite de l'âge, il est 80% digitalisé. Donc on a vraiment ce sujet de comment on traite cette rupture digitale dans les générations. Alors ça va se faire tout doucement après parce que les jeunes d'aujourd'hui sont les vieux, de demain. Mais, donc voilà, donc on sent qu'il n'y a pas effectivement les mêmes habitudes. Exactement. Moins. De plus en plus nombreux. De plus en Donc, plus. il faut gérer effectivement ce sujet des typologies de... Super, merci beaucoup utilisateurs. pour cet échange très riche sur les tendances du food. Une conclusion, chacun, un petit mot. Ouais, je peux commencer. Merci beaucoup pour l'invitation. Je pense que c'est un échange très intéressant. Je pense que moi, ce que je retiens, c'est vraiment comment est-ce qu'on peut continuer à donner de plus en plus de transparence aux consommateurs. Je pense que si on veut faire évoluer de manière générale, en tout cas contribuer, apporter notre pierre à l'édifice, soyons pas prétentieux, à l'évolution dans la bonne direction des habitudes alimentaires, ça passe par plus de transparence et de traçabilité. Ça, je pense que c'est important. Et je pense que la deuxième chose, c'est effectivement comment est-ce qu'on continue à ce que le digital aide finalement un maximum de gens. Donc, du coup, ça passe par des questions géographiques, des questions démographiques, des questions de pouvoir d'achat, etc. Et ça, je pense que sur ça, c'est très intéressant. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que le digital, ça casse des barrières. Et du coup, l'idée, c'est comment est-ce que les services qu'on a peuvent continuer à améliorer finalement les conditions de vie de tout le monde. Merci. Peut-être pour conclure, quelques pistes sur les solutions digitales de demain avec votre conclusion. Moi, ce que je vois, alors ça rejoint un peu ça, c'est que pour moi, le digital, c'est fantastique en termes d'opportunités. C'est-à-dire que ça ouvre des opportunités de nouveaux services. On a vu qu'on pouvait analyser toutes des chaînes de valeur, venir avec vraiment des services nouveaux, des services en rupture, des choses qu'on ne pouvait pas faire auparavant. Je pense même qu'il y a des choses qu'on a essayé de faire il y a quelques années sans disposer des outils qu'on a aujourd'hui et qu'il faut remettre à l'ordre du jour parce qu'on n'avait pas les supports. Et donc, ce mouvement vers le digital, c'est vraiment beaucoup d'opportunités de nouveaux services pour faciliter la vie des gens. Nous, évidemment, dans notre environnement, faciliter la vie des salariés et faire en sorte que on apporte aussi des services qui étaient inaccessibles à un certain nombre de personnes. Moi, je trouve qu'en termes d'opportunités et d'accès à la diversité de services, c'est absolument super et ça donne une ouverture sur des produits ou des solutions qu'on n'aurait pas eu auparavant. Voilà, donc beaucoup de services qui vont naître et on le voit, on en discutait aussi sur tout ce qui est start-up, food tech. On est un pays qui est hyper dynamique et il y a des idées qui arrivent, qui sont en train de germer, qui sont absolument extraordinaires. Voilà. Merci d'abord pour l'invitation. Je pense qu'on est dans peut-être un moment de bascule. On l'a vu avec les résultats des élections européennes. On le voit avec la montée, effectivement, des questionnements sur la pérennité de notre modèle, sur juste notre survie sur cette petite planète finie dont on ne peut pas s'échapper pour l'instant. Et j'ai l'impression qu'il y a vraiment une espèce de mouvement de fond qui est en train de monter, qui vient d'ailleurs des consommateurs, et que l'influence, la puissance du digital qui se greffe là-dessus va peut-être permettre des changements sociétaux qui, à travers l'univers de l'alimentation, peuvent faire basculer en fait les dominos assez rapidement. Voilà. Et pour cela, il faut être informé. C'est absolument indispensable. Voilà. En transparence et information. Ouais, voilà. Ce qui permet le choix. Et le choix de la carte bleue est aujourd'hui le plus puissant qui soit. Ouais. Voilà. Formidable, merci beaucoup à vous trois, merci beaucoup pour toutes vos questions, merci d'avoir participé en quelque sorte à cet échange-là. Donc pour ceux qui n'ont pas pu se connecter, donc vous pouvez retrouver ce talk sur le site en replay, www.letstalk-food.com. La discussion se poursuit bien évidemment sur les réseaux sociaux, sur les hashtags Let's Talk et Food. Donc donnez votre avis, voilà, on vous attend. Merci beaucoup et à très vite.